Panafrico, la perspective africaine. Géopolitique africaine. Burkina Faso, Togo. Tentative de coup d'État infructueuse au Burkina Faso. Étude approfondie des événements qui ont eu lieu autour du 14 janvier 2024 au Burkina. Les autorités burkinabées ont déjoué une tentative de coup d'État, apparemment fomentée par l'ancien leader destitué Paul-Henri Damiba, et actuellement exilé au Togo voisin, selon la LDNA. Le réseau déstabilisant serait composé d'un mélange de soldats actifs, de retraités ou exilés, de magnats des affaires, et d'organisations civiles corrompues. Ils étaient censés créer le chaos afin de permettre l'intervention de groupes armés suspects, dont nous parlerons plus tard, prêts à surgir du sud du Burkina et du nord du Togo. La LDNA a également révélé que l'ancien leader destitué Damiba avait discrètement organisé le départ de sa famille du Burkina Faso pour le rejoindre au Togo, seulement 3 jours avant la tentative de coup d'État. De plus, le célèbre homme d'affaires Prosper Bassolé, directeur du groupe Ebomaf, dont nous reparlerons également plus tard, a été arrêté juste après la tentative de coup d'État ratée. Une fois de plus, le Togo semble servir de point de départ à la déstabilisation dans la région. Dès le début de janvier, la LDNA avait déjà lancé l'alerte selon laquelle il y avait des opérations secrètes dans le nord du Togo. Des mouvements de troupes militaires caucasiennes inconnues, et de grands nombres de conteneurs et de machines de construction estampillées ONU ont été signalés. Tout cela soulève les questions suivantes. Que font des conteneurs et des machines de construction estampillées ONU, dans un pays où l'ONU n'a pas de force de maintien de la paix? Pourquoi des troupes étrangères étaient-elles secrètement sur le sol togolais? Certains analystes géopolitiques suggèrent que cela est lié à la création de l'Alliance des États du Sahel. Depuis que les 3 pays du Mali, Burkina Faso et Niger ont expulsé les gardes de sécurité de l'OTAN, c'est-à-dire la France et l'ONU, et ont décidé de joindre leurs forces militaires pour rétablir la paix et la sécurité eux-mêmes, les intérêts occidentaux sont menacés. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été pillés pendant des siècles, et représentaient une source accessible, et apparemment illimitée, de toutes les commodités dont l'Occident a besoin. L'or, le pétrole, le gaz, l'eau douce, l'uranium, le cuivre, etc. Aux côtés de ce pillage, l'Occident a également pu extraire 2 autres produits clés. La drogue et les ressources humaines. L'approvisionnement de l'Europe en drogue sud-américaine passe par l'Afrique, dans sa grande majorité. Les drogues sont expédiées sur la côte ouest de l'Afrique, par les cartels sud-américains, puis transportées à travers des routes commerciales transsahariennes ancestrales, menant à l'Europe. Les ressources humaines, quant à elles, sont un sous-produit de tout ce chaos, les populations pauvres étant forcées de migrer vers l'Europe, pour alimenter leur économie. C'est pour ces raisons, et bien d'autres encore, que l'OTAN a été chargée de contrôler militairement la région. Vous pouvez constater par vous-même, le nombre de bases étrangères présentes rien qu'en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, en 2019. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole, entendez-le de la bouche de ceux qui l'ont organisé et mis en œuvre. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. C'est dans ce contexte que le rapport sur le mouvement de troupes caucasiennes inconnues et d'équipements militaires vers le nord du Togo semble être la préparation d'une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. La LDNA affirme que ces troupes ont été transportées à l'aide de services aériens du groupe Ebomaf, mentionné précédemment. Et que si le réseau de déstabilisation avait créé assez de chaos avec la tentative de coup d'État, qui impliquait l'assassinat d'Ibrahim Traoré, cela aurait incité ces troupes armées stationnées dans le nord du Togo, à franchir la frontière du Burkina Faso, et à tenter de rejoindre la capitale, pour rétablir l'un de leurs pantins au pouvoir.
l'Alliance des États du Sahel met fin à l'ingérence étrangère et à l'occupation militaire sur son sol. Elle a chassé la majorité des experts miniers et des trafiquants, se faisant passer pour des soldats et du personnel de sécurité, hors de son territoire. À l'exception d'une dernière base militaire américaine au Niger, qui devrait suivre bientôt. Tel est le danger permanent sous lequel la population africaine de cette région se trouve depuis des décennies, ce qui a conduit toutes ces populations à vivre dans une pauvreté abjecte, malgré la présence de ressources scandaleuses sous leurs pieds, et un potentiel illimité. Ce que cette alliance a réalisé, inspire déjà les pays voisins à faire de même, et s'étendra sûrement davantage, tant que les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger seront protégées. Bénin. Le dernier cobaye du golfe de Guinée. L'OMS poursuit son mandat d'études expérimentales sur la jeunesse du golfe de Guinée, au nom des grandes sociétés pharmaceutiques occidentales. Après les récentes campagnes expérimentales lancées au Cameroun contre le paludisme et au Togo contre le virus du papillome humain, ainsi que les expériences de moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso de Target Malaria. Leur attention est désormais portée sur le Bénin où un médicament expérimental contre le paludisme doit être déployé. Il appartient aux populations de dénoncer ces expériences sur la jeunesse africaine. Une fois de plus, nous sommes utilisés comme des rats de laboratoire, ou plus précisément, comme des cibles d'entraînement d'armes biochimiques. République centrafricaine. Après la France, la population dénonce maintenant les États-Unis. Les citoyens de la RCA ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis pour les exhorter à cesser de s'immiscer dans les affaires de leur pays. Cela fait suite à des rapports faisant état d'une société militaire privée américaine, appelée Bancroft, qui aurait approché le ministère des Mines et de la Géologie pour s'implanter dans le pays et y construire une base de drones. La ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, révèle comment l'ONU a décidé unilatéralement, à la demande des États-Unis, d'autoriser la mise en place d'équipements militaires et de communication dans le pays, sans même approcher les autorités, exposant ainsi davantage l'état néocolonial de domination sous lequel tous les pays africains restent encore. Une notification a été faite par les États-Unis d'Amérique au sein du Conseil de sécurité, de manière à pouvoir déployer en terre centrafricaine des armes, des radiocommunications et autres pour un certain nombre d'opérations dans le cadre des activités qu'ils mènent. Et cela, comme je l'ai dit, j'ai contacté l'ambassade parce que j'ai dénoncé cela, la partie centrafricaine, le gouvernement centrafricain n'avait pas été mis au fait. Donc c'est encore une fois de dire le deux poids deux mesures du Conseil de sécurité. C'est que normalement c'est l'État qui sollicite en fonction de ses besoins. Ce n'est pas les autres États qui décident de ce qu'ils doivent envoyer. Et après on va nous dire que voilà, on envoie des armes, on fait des choses. La République centrafricaine est un État souverain. On doit travailler avec. Il faut accepter de travailler avec elle. En tout cas, quand il faut travailler en terre centrafricaine, il faut accepter de travailler avec elle. Ce dernier coup des États-Unis survient une semaine après que le ministre conseiller spécial du président, Fidel Gouanjika, ait déclaré qu'il y avait des plans pour que la Fédération de Russie construise une grande base militaire qui peut facilement recevoir 10 000 soldats russes. Il a également ajouté que si la Fédération de Russie nous abandonne aujourd'hui, nous serons bouffés par les Occidentaux. Se souvenant comment l'armée russe a récemment aidé la RCA à riposter, après que des groupes armés soutenus par l'OTAN aient pris le contrôle de pratiquement 80% du territoire. La CEDEAO-OTAN est morte. Permettez-nous d'expliquer brièvement pourquoi nous avons rebaptisé la CEDEAO en CEDEAO-OTAN, pour ceux qui pourraient être choqués par cela. Dans un monde où les masques sont finalement tombés, et où le mirage du Peace and Love d'après la Seconde Guerre mondiale s'est dissipé, la masse critique réalise qu'elle a été menée en bateau. Les conflits en Ukraine et en Palestine ont forcé les gens à ouvrir les yeux sur le fait que seule la force brutale prévaut, et que cela a toujours été le cas. Les Africains qui étaient encore inconscients du fait qu'ils avaient été pacifiés, et conditionnés à croire que leur pays était indépendant, et que la démilitarisation et la démocratie étaient ce dont ils avaient besoin pour vivre en paix, commencent enfin à voir les mensonges pour ce qu'ils étaient. La plupart des pays africains sont toujours sous un contrôle colonial en évolution constante, et mènent une guerre hybride, pour se libérer. Dans certaines parties du continent, la guerre est invisible comme en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Guinée équatoriale ou au Rwanda, mais la pression est immense.
vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Dans d'autres parties, c'est à travers de bonnes vieilles guerres par procuration et l'occupation militaire. En utilisant le prétexte de l'insécurité et de l'instabilité, qu'ils créent eux-mêmes, pour mener des opérations militaires à grande échelle, qui doivent durer le plus longtemps possible afin que les ressources puissent être pillées. C'est pourquoi nous avons choisi de dénoncer la véritable menace pour la stabilité de toute l'Afrique. L'OTAN. L'Occident domine le monde par la puissance militaire, et toutes ses armes viennent de l'OTAN, c'est donc la principale menace. C'est une machine de guerre, dont la mission est de créer autant de chaos que possible dans le monde, directement ou par l'intermédiaire de mandataires, pour augmenter les ventes d'armes et sécuriser l'approvisionnement en ressources critiques pour les économies occidentales. L'Afrique de l'Ouest et le Golfe de Guinée sont contrôlés par l'Occident de manière ininterrompue depuis l'époque coloniale. Et si l'on regarde les photos de la réunion d'urgence de la CEDEAO après la révolution populaire au Niger, il est facile de comprendre pourquoi nous appellerons désormais la CEDEAO, la CEDEAO-OTAN. Heureusement, il y a des événements récents qui étaient notre point de vue. Il y a eu la tournée néocoloniale africaine, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Voici ce qu'il a dit au leader capverdien lors de sa première escale. Comme l'a dit le président Biden, on est pleinement investi concernant l'Afrique. Nous considérons l'Afrique comme une partie essentielle, critique et centrale de notre avenir. Lorsqu'une force impérialiste vous fait savoir qu'elle est pleinement investie, et sur la durée, il serait sage de l'écouter attentivement. Il est intéressant de noter que cette tournée a commencé peu de temps après qu'il ait été rendu public, que l'OTAN souhaitait accroître sa présence militaire en Afrique de l'Ouest, afin de contrer l'alliance des États du Sahel. Très probablement pour s'assurer que les colonies de l'OTAN se conforment aux instructions reçues. D'autre part, il y a eu les révélations du leader révolutionnaire malien Assimi Goïta. La France et l'ONU pourraient-elles être qualifiées d'États et d'entités terroristes? Assimi Goïta révèle comment l'ONU et la France ont aidé les terroristes dans la région, et fait des révélations choquantes sur les tactiques néocoloniales occidentales. Le Mali a déjà prétendu avoir rassemblé des preuves substantielles, prouvant que la France soutenait les terroristes qui déstabilisaient le pays depuis plus d'une décennie, comme nous l'avons couvert dans une vidéo précédente. Lien sur l'écran et dans la description. J'ai fait 1 année et 4 mois de mission au Soudan, et j'ai quitté ce pays juste après sa partition en 2 États. Depuis l'annonce d'un déploiement maximal de la MINUSMA autorisé par l'ONU au Mali, j'ai imaginé le cas du Soudan dans notre pays. Une fois installés dans votre pays, il vous sera très difficile de les faire partir. Malgré le retrait de la France, sa présence au Mali persistait à travers les actions de la MINUSMA. Ce sont les grandes puissances qui sont derrière toutes les missions internationales pour assurer leur rayonnement et une influence au niveau mondial. Les décisions prises par ces grandes puissances ont souvent un impact sur les autres nations qui les prennent en compte pour leur propre politique, décisions militaires ou diplomatiques. Vous auriez compris avec moi que depuis le départ annoncé de la MINUSMA avec la rétrocession des camps au Mali, nous avons assisté à des attaques sporadiques des villes, du bateau Tombouctou, des villes de Bamba et Bourem, juste pour semer la psychose et faire douter la population. Mais les Maliens avaient compris leur stratégie. Ils sont restés derrière les autorités. Nous avons récupéré méthodiquement les camps, ville par ville, selon le calendrier du retrait. À Aglock, la MINUSMA a remis des équipements aux groupes armés terroristes. Cette remise a été filmée par nos drones et nous avons ces images. La MINUSMA a détruit tout le camp avant de se retirer. Ils ont repris le même scénario dans le camp de Kidal. Ils ont abandonné la base avec nos matériels, permettant ainsi à l'ennemi de s'en emparer. Notre objectif était clair, récupérer le camp de Kidal à tout prix. Nous avons combattu pour récupérer ce camp. Après des bombardements intenses, jour et nuit, contre les groupes armés terroristes, ils ont pris la tangente. Nous avons assisté à l'abandon de 15 blindés en bon état par la MINUSMA. À Tessalit, ils avaient encerclé la ville, et nous avons intercepté leur communication indiquant de ne pas attaquer certains individus, considérés comme alliés.
Le camp de Thessalie a été rétrocédé sous le feu des armes, croyant qu'on allait emprunter la voie terrestre. Ce sont finalement nos avions qui ont amené nos hommes. Mais Dieu merci, nous avons réussi à faire partir la MINUSMA. Elle ne répondait pas aux aspirations du peuple malien. Maintenant que cela a été expliqué, cela devrait éclairer tout le monde sur les raisons du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la CEDEAO-OTAN. Lors d'une diffusion simultanée, courte mais historique, sur les télévisions nationales du Mali et du Niger, le colonel Abdoulaye Mega, porte-parole du gouvernement malien et ministre de l'administration territoriale, et le colonel Amadou Abdraman, porte-parole du gouvernement nigérien, ont informé simultanément le public du retrait officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la CEDEAO-OTAN. Les raisons invoquées pour ce retrait sont les suivantes. L'échec de l'organisation à respecter ses valeurs fondatrices et ses propres règles. Le fait qu'elle soit sous l'influence occidentale. Son refus d'aider les trois pays lorsqu'ils menaient une guerre existentielle contre le terrorisme. Sa volonté d'imposer des sanctions illégales et inhumaines à leur population et de menacer l'usage de la force lorsque les trois pays ont été forcés de prendre les choses en main. Ce retrait ampute la CEDEAO-OTAN de 55% de son territoire, d'environ 20% de sa population et près de 10% de son PIB. Les pays de l'AES sont enclavés, ce qui les a historiquement contraints à compter sur les ports des pays voisins pour accéder à la mer. Des accords très lucratifs ont été signés avec ces pays voisins, afin de leur permettre d'exporter les vastes quantités de ressources qu'ils produisent chaque année. Ils se tourneront maintenant vers des alliés tels que la Guinée, ou des partenaires économiques circonstanciels, tels que le Togo et le Maroc. La CEDEAO-OTAN perd un marché au potentiel énorme, et tous les principaux corridors de transport terrestre et aérien à travers le désert du Sahara, créant un cauchemar logistique pour les parties concernées. Personne ne peut vraiment prédire combien de temps l'organisation pourra survivre après cette scission. Une chose est sûre, les vents du changement soufflent, et le mouvement révolutionnaire panafricain, qui a refait surface au Sahel, est appelé à se propager. Avec des élections cruciales prévues au cours des 2 prochaines années au Ghana, en Guinée, au Sénégal, au Togo et en Guinée-Bissau, le paysage géopolitique sera certainement intrigant. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour de nouveaux échos.